Quand la peur meurt, la liberté naît. La nuit africaine porte en elle 1000 secrets. Dans l'obscurité du Sahel, là où les étoiles perçant le voile cosmique avec une intensité qui défie l'entendement, une génération entière se lève. Pas avec des armes uniquement, mais avec quelque chose de plus redoutable encore. Une conscience réveillée. Le sol tremble sous les pas de ceux qui ont compris que l'histoire ne s'écrit pas dans les salons feutrés des anciennes puissances coloniales, mais sur la terre rouge du Burkina Faso, dans les regards déterminés de sa jeunesse, dans le cœur battant d'un peuple qui refuse de mourir à genoux. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un nom, c'est un cri qui traverse les frontières, qui fait trembler les palais dorés et qui réveille les consciences endormies. Dans chaque syllabe de ce nom résonne l'écho de Sankara, la mémoire des ancêtres, la promesse d'une Afrique qui ne demande plus la permission d'exister. Quand cet homme parle, ce n'est pas un discours politique ordinaire qui sort de sa bouche, c'est le rugissement d'un continent qui a trop longtemps été réduit au silence, l'explosion d'une vérité que beaucoup préféraient garder, enfouie sous les décombres de plusieurs siècles d'humiliation. La peur. Cette peur qui a paralysé des générations entières. Cette peur qui a fait courber l'échine de nos pères, qui a fait baisser les yeux de nos mères, qui a transformé des guerriers en spectateurs de leur propre dépossession. La peur du maître, la peur du colon, la peur de l'ancien oppresseur devenu partenaire, la peur de perdre les miettes qu'on nous jette depuis les tables où se festoie notre propre richesse. Cette peur-là, Ibrahim Traoré et toute une génération d'Africains conscients ont décidé de l'enterrer. Et quand la peur meurt, mes frères, mes sœurs, c'est tout un univers de possibles qui explose à la face du monde. Le Burkina Faso n'a pas choisi son destin par hasard. Ce pays des hommes intègres porte en lui une tradition de résistance qui remonte au royaume Mossi, ces empires qui tinrent tête pendant des siècles aux tentatives d'invasion, qui refusèrent de plier devant les conquérants. Quand les Français arrivèrent avec leurs fusils et leurs promesses mensongères, ils trouvèrent face à eux des hommes et des femmes qui préféraient mourir debout plutôt que vivre à genoux. Cette fibre de résistance ne s'est jamais éteinte. Elle a traversé les décennies de la colonisation, survécu aux dictatures post-indépendance, résisté aux tentatives de normalisation néocoloniale. Et puis vint Sankara. Thomas Sankara, le capitaine au béret rouge, celui qui osa dire non quand tout le système lui ordonnait de dire oui. Celui qui transforma le pays en quelques années, qui donna la terre aux paysans, qui scolarisa les enfants, qui vaccina les populations, qui planta 10 millions d'arbres pour arrêter l'avancée du désert. Sankara qui osa annuler la dette odieuse, qui osa parler de dignité africaine dans les forums internationaux, qui osa rêver d'une Afrique unie et souveraine. Ils l'ont assassiné pour cela. Ils ont cru qu'en tuant l'homme, ils tueraient l'idée. Mais les idées, mes amis, les idées véritables ne meurent jamais. Elles sommeillent, elles attendent, elles murmurent dans l'oreille des générations suivantes, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un ose à nouveau les incarner. Ibrahim Traoré est né dans ce Burkina post-Sankara, ce pays où le nom du héros était prononcé à voix basse, où sa mémoire était officiellement effacée, mais secrètement chérie dans le cœur du peuple. Il a grandi dans une Afrique où les dirigeants signaient des accords militaires avec l'ancienne puissance coloniale pour protéger leur population, alors que cette même présence militaire n'apportait que chaos et insécurité. Il a vu les ressources de son pays partir par conteneurs entiers pendant que les enfants mouraient de malnutrition. Il a entendu les discours sur le développement pendant que les multinationales pillaient les mines d'or. Et comme toute sa génération, il a eu le choix. Accepter cette réalité comme une fatalité ou décider que cela devait changer. La philosophie qui guide Ibrahim Traoré n'est pas née dans les livres occidentaux de sciences politiques. Elle vient de plus loin, de plus profond. Elle puise dans la sagesse africaine ancestrale, celle qui dit que le chef n'est rien sans son peuple, que la richesse d'une nation se mesure au bien, être de ses enfants les plus vulnérables, que la souveraineté n'est pas un mot, mais une pratique quotidienne. Quand il parle de souveraineté alimentaire, il ne récite pas des formules économiques apprises à l'université. Il parle de la capacité de son peuple à se nourrir lui-même, à ne plus dépendre du riz importé et des aides alimentaires conditionnées. Il parle de la dignité qu'il y a à cultiver sa propre terre, à consommer ce que produisent ses propres mains. Quand il parle de souveraineté monétaire et financière, il ne s'embarrasse pas de jargon technique pour masquer une réalité simple. Comment peut-on prétendre être indépendant quand la monnaie qu'on utilise est imprimée ailleurs, contrôlée ailleurs, manipulée selon les intérêts d'ailleurs? Le franc CFA n'est pas juste une monnaie. C'est un instrument de domination, un rappel quotidien que malgré les drapeaux et les hymnes nationaux, malgré les sièges à l'ONU, l'indépendance n'a été qu'un théâtre où les acteurs africains jouaient un rôle écrit par d'autres. Ibrahim Traoré et les patriotes burkinabés ont décidé de déchirer le script. Mais la vision la plus puissante,
celle qui fait vraiment trembler les fondations du système néocolonial, c'est sa compréhension de la souveraineté sécuritaire. Pendant des décennies, on a vendu aux Africains l'idée qu'ils étaient incapables de se défendre eux-mêmes, qu'ils avaient besoin de bases militaires étrangères, de forces spéciales occidentales, de drones et de conseillers venus d'ailleurs pour les protéger. Et pendant que ces forces étrangères s'installaient confortablement sur le sol africain, le terrorisme explosait, l'insécurité se répandait comme une traînée de poudre, les populations étaient massacrées. Coïncidence? Ibrahim Traoré ne croit pas aux coïncidences. Il croit aux faits, et les faits sont têtus. Là où la présence militaire étrangère était la plus forte, c'est là que l'insécurité était la plus grande. Alors il a fait ce que peu osaient même envisager. Il a demandé aux forces françaises de partir, pas avec haine, pas avec ressentiment, mais avec la fermeté de celui qui sait ce qu'il veut et ce qu'il refuse. Il a dit au monde que le Burkina Faso assumerait lui-même sa défense, que les jeunes burkinabés étaient capables de protéger leur propre terre, que la solution aux problèmes africains se trouvait en Afrique, pas dans les états-majors parisiens ou washingtoniens. Ce jour-là, quelque chose de profond s'est brisé dans la psyché collective africaine. La peur du maître a vacillé, et dans cette brèche, la lumière de la liberté a commencé à filtrer. Regardez cet homme, jeune, 35 ans à peine, quand le destin l'a placé à la tête de son pays. Pas un fils de président, pas un héritier d'une quelconque dynastie politique, pas un protégé des réseaux néocoloniaux. Un soldat, un homme du peuple, un homme qui connaît la boue, la sueur, le sacrifice. Quand Ibrahim Traoré s'adresse à son peuple, il ne lit pas un discours préparé par des conseillers en communication. Il parle avec ses tripes, avec son cœur, avec cette authenticité qui fait défaut à tant de dirigeants africains formatés dans les écoles de l'élite mondiale. Il dit « nous » quand il parle de son pays, pas « je ». Il parle de notre combat, pas de mon pouvoir. Cette différence n'est pas sémantique, elle est fondamentale. La jeunesse africaine se reconnaît en lui parce qu'il incarne leurs aspirations les plus profondes. Dans toute l'Afrique, de Dakar à Nairobi, du Caire à Johannesburg, des millions de jeunes Africains en ont assez. Assez des promesses non tenues, assez de la corruption endémique, assez de voir leurs ressources pillées pendant qu'on leur demande de traverser des déserts et des mers pour aller chercher ailleurs une dignité qu'on leur refuse chez eux. Ibrahim Traoré leur dit « Restez, battez-vous, construisez. Cette terre est la vôtre et elle vaut tous les sacrifices. » Ce message résonne comme un coup de tonnerre dans le cœur d'une génération qui refusait de croire qu'un autre chemin était possible. Si vous ressentez cette énergie monter en vous, si ces mots font vibrer quelque chose au plus profond de votre être, ne gardez pas cela pour vous. Partagez cette vérité. Diffusez ce message. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune analyse de ce réveil africain. Car l'information est une arme, et dans cette guerre pour nos esprits et notre avenir, nous avons besoin de tous les soldats conscients. Le panafricanisme n'est pas une utopie romantique. C'est une nécessité existentielle. Un seul pays africain, aussi courageux soit-il, ne peut tenir tête au système néocolonial mondial. Mais une Afrique unie, une Afrique solidaire, une Afrique qui comprend que son salut passe par l'unité, cette Afrique-là est invincible. Ibrahim Traoré l'a compris. C'est pourquoi il a rapidement tissé des liens avec le Mali et le Niger, formant l'Alliance des États du Sahel. Ces trois pays, autrefois isolés dans leur résistance, ont choisi de marcher ensemble, de mutualiser leurs forces, de créer une monnaie commune, de développer des projets d'infrastructures communs. Ils ont compris que ce que les puissances extérieures craignent le plus, c'est une Afrique qui s'unit, qui coordonne ses actions, qui parle d'une seule voix. Mais le chemin de la liberté est semé d'embûches. Les ennemis du progrès africain sont nombreux, puissants et impitoyables. Ils ne renoncent jamais. Quand ils ne peuvent plus utiliser la force directe, ils utilisent la subversion. Quand ils ne peuvent plus contrôler directement, ils contrôlent par procuration. Les tentatives de déstabilisation se multiplient. Les médias occidentaux, ces porte-voix de l'ordre néocolonial, orchestrent des campagnes de désinformation. Ibrahim Traoré est présenté tantôt comme un dictateur, tantôt comme un apprenti, tantôt comme un pantin manipulé par d'autres puissances. L'ironie est délicieuse. Ceux qui ont pillé l'Afrique pendant des siècles, ceux qui soutiennent encore des dictateurs sanguinaires quand ceux-ci servent leurs intérêts, se découvrent soudain une passion pour la démocratie et les droits de l'homme dès qu'un dirigeant africain refuse de se soumettre. Les sanctions économiques tombent, les pressions diplomatiques s'intensifient, les menaces, parfois voilées, parfois explicites, se multiplient. L'assassinat de Sankara plane comme un spectre sur toutes les discussions. Tous savent ce qui arrive à ceux qui défient trop ouvertement le système. Tous connaissent le prix du sang que demande la véritable liberté.
Et pourtant, Ibrahim Traoré avance. Pas par inconscience, mais par conscience aiguë que certaines choses valent qu'on risque sa vie pour elles. La liberté de son peuple en fait partie. L'avenir de la jeunesse africaine en fait partie. La dignité du continent africain en fait partie. Les défis internes ne sont pas moindres. Le Burkina Faso fait face à une insurrection terroriste qui ensanglante le pays. Des villages sont attaqués, des populations massacrées, des territoires entiers rendus incontrôlables. Ces groupes terroristes, d'où viennent-ils vraiment? Qui les finance? Qui leur fournit ces armes sophistiquées? Qui les renseigne? Ibrahim Traoré ose poser ces questions que beaucoup préfèrent éviter. Il constate que là où les intérêts occidentaux sont menacés, là où un pays refuse de se plier, curieusement, le terrorisme explose. Il constate que les groupes terroristes semblent avoir une fâcheuse tendance à attaquer les infrastructures chinoises ou russes, rarement les intérêts occidentaux. Il constate que pendant des années de présence militaire française, la situation n'a fait qu'empirer. Ces constats, il les partage avec son peuple, avec le monde, et il en tire les conclusions qui s'imposent. Transformer un pays nécessite plus que du courage. Cela nécessite une vision claire, une stratégie cohérente, une capacité à mobiliser toutes les énergies. Ibrahim Traoré a lancé une révolution dans la révolution, l'appel aux volontaires pour la défense de la patrie. Des milliers de Burkinabés, des civils, ont répondu à l'appel. Ils se sont entraînés, armés, organisés pour défendre leur village, leur famille, leur terre. Cette mobilisation populaire change la donne. Le terrorisme ne peut prospérer que là où la population est passive, effrayée, résignée. Quand un peuple entier se lève pour sa défense, quand chaque citoyen devient un soldat de la liberté, l'équation change radicalement. Sur le plan économique, le gouvernement travaille à diversifier les partenariats. Si l'Occident veut conditionner son aide, imposer ses dictats, dicter ses politiques, qu'à cela ne tienne. Le monde est vaste. La Russie propose des partenariats sans ingérence politique. La Chine construit des infrastructures sans exiger de réformes structurelles néolibérales. Les autres pays africains regardent avec intérêt ce qui se passe au Burkina Faso. Une nouvelle géopolitique africaine est en train de naître. Une géopolitique où les pays africains ne sont plus de simples pions sur l'échiquier mondial, mais des acteurs qui défendent leurs intérêts, qui négocient en position de force, qui refusent les accords léonins. La production locale est encouragée. Consommer burkinabé devient un acte patriotique. Les industries naissantes sont protégées. Les ressources naturelles sont renégociées pour garantir une juste rémunération au pays. Les mines d'or, ces trésors qui ont enrichi des multinationales pendant des décennies en laissant des miettes au Burkina Faso, sont scrutés, contrôlés, taxés à leur juste valeur. Chaque once d'or qui sort du sol burkinabé doit désormais contribuer au développement du pays, à la construction d'écoles, d'hôpitaux, de routes. Cette évidence, qui devrait être la norme, a été présentée comme révolutionnaire tant les Africains avaient intégré l'idée qu'ils n'avaient pas le droit de bénéficier de leurs propres richesses. L'éducation est repensée. Former des générations de jeunes Africains qui connaissent mieux l'histoire de France que celle de leurs propres ancêtres, qui admirent des héros européens tout en ignorant leur propre figure de résistance, qui intériorisent leur infériorité supposée, c'est perpétuer la colonisation mentale. Les programmes scolaires sont africains, décolonisés, orientés vers la résolution des problèmes africains. On enseigne à nouveau la fierté africaine, l'histoire des royaumes et empires qui ont brillé sur ce continent bien avant l'arrivée des colonisateurs, les innovations scientifiques et techniques africaines, les philosophies africaines. Une génération qui connaît son histoire, qui est fière de ses racines, qui comprend la grandeur de son héritage, c'est une génération impossible à soumettre. Mais au-delà des politiques et des stratégies, au-delà des décisions économiques et militaires, il y a quelque chose de plus profond qui se joue au Burkina Faso. Il y a une transformation spirituelle, un peuple qui se redécouvre, qui se reconnecte à sa force intérieure, qui brise les chaînes mentales avant même de briser les chaînes matérielles. Ibrahim Traoré, dans ses discours, fait constamment appel à cette dimension spirituelle. Il parle de dignité, de fierté, d'honneur, de sacrifice. Il rappelle que les ancêtres nous regardent, qu'ils attendent de nous que nous soyons à la hauteur de leur héritage. Il convoque cette force mystique qui a toujours habité l'Afrique, cette connexion au sacré, au collectif, à quelque chose de plus grand que soi. La jeunesse africaine a besoin de héros, pas les héros hollywoodiens, pas les influenceurs qui vendent du rêve américain, mais des héros authentiques, des hommes et des femmes qui incarnent les valeurs dont l'Afrique a besoin. Des héros qui montrent que l'intégrité n'est pas une faiblesse, que le service du peuple n'est pas une formule creuse, que le sacrifice pour la patrie n'est pas un concept dépassé.
Ibrahim Traoré est en train de devenir ce héros pour des millions de jeunes Africains. Son portrait orne les murs des chambres étudiantes. Ses discours sont partagés des millions de fois sur les réseaux sociaux. Ses phrases sont reprises en graffiti sur les murs des villes africaines. À tous les jeunes Africains qui nous regardent, à tous ceux qui se demandent si le changement est possible, si leurs rêves d'une Afrique libre et prospère sont réalistes, regardez le Burkina Faso. Regardez ce qu'un peuple déterminé peut accomplir. Regardez comment la volonté collective peut faire reculer des forces qui semblaient invincibles. Et surtout, comprenez ceci. Vous êtes la génération qui va changer l'Afrique. Pas vos grands-parents, pas vos parents, vous. Cette responsabilité est vertigineuse, mais elle est aussi exaltante. Vous avez entre vos mains le pouvoir de réécrire l'histoire, de réinventer l'Afrique, de créer un continent où les enfants africains n'auront plus à risquer leur vie en Méditerranée pour chercher ailleurs ce qu'ils devraient trouver chez eux. La mort de la peur, c'est d'abord un acte mental. C'est refuser d'intérioriser l'infériorité qu'on a voulu vous faire croire. C'est rejeter l'idée que tout ce qui vient d'ailleurs est meilleur que ce qui est ici. C'est comprendre que vous êtes les descendants de bâtisseurs de pyramides, de fondateurs d'universités millénaires, de commerçants qui traversaient le Sahara, d'empires qui s'étendaient sur des territoires vastes comme l'Europe. Cette grandeur est dans votre ADN. Elle n'a pas disparu. Elle était juste endormie, anesthésiée par des siècles de domination et de propagande. Mais elle se réveille, et quand elle sera pleinement éveillée, le monde entier devra reconnaître ce qu'il a toujours nié, que l'Afrique est un géant qui a trop longtemps accepté de ramper. Le message d'Ibrahim Traoré dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Chaque fois qu'il parle, c'est toute l'Afrique qui écoute. Chaque fois qu'il défie le système néocolonial, c'est l'espoir qui renaît dans le cœur de millions d'Africains. Chaque fois qu'il tient tête aux pressions extérieures, c'est la preuve vivante qu'un autre chemin est possible. Les dirigeants africains qui ont choisi la soumission, qui ont accepté d'être les gestionnaires locaux des intérêts étrangers, qui ont trahi leur peuple pour conserver leurs privilèges, regardent avec nervosité ce qui se passe au Burkina Faso. Car l'exemple est contagieux, car les peuples commencent à se poser des questions. Si le Burkina Faso peut dire non, pourquoi pas nous? Si Ibrahim Traoré peut tenir tête aux anciennes puissances coloniales, pourquoi nos dirigeants ne le peuvent-ils pas? L'héritage spirituel de cette révolution burkinabé ne se mesure pas en infrastructures construites ou en accords signés. Il se mesure en conscience éveillée, en fierté restaurée, en courage retrouvé. Il se mesure dans les yeux brillants de ces jeunes qui se disent qu'ils ne sont pas condamnés à l'émigration ou à la résignation. Il se mesure dans la détermination de ces femmes burkinabés qui s'engagent dans les volontaires pour la défense de la patrie, prouvant que le courage n'a pas de genre. Il se mesure dans ces intellectuels africains qui osent enfin écrire, publier, enseigner une pensée décoloniale, sans craindre d'être marginalisés. Sankara avait dit que l'homme intègre ne peut être que révolutionnaire. Ibrahim Traoré prouve chaque jour cette vérité. Dans un monde où la corruption est devenue la norme, où les dirigeants africains accumulent des fortunes pendant que leur peuple survit avec quelques dollars par jour, l'intégrité est effectivement révolutionnaire. Refuser les pots de vin, refuser les compromissions, refuser de vendre son peuple pour un compte en banque suisse, c'est révolutionnaire. Vivre simplement, rester proche du peuple, partager les sacrifices qu'on demande aux autres, c'est révolutionnaire. Ibrahim Traoré ne vit pas dans un palais doré. Il ne voyage pas en jet privé pour faire du shopping à Paris. Il est avec son peuple, dans la boue si nécessaire, dans le danger quotidiennement. Cette authenticité, cette cohérence entre les paroles et les actes, c'est ce qui le rend crédible. C'est ce qui fait que, quand il appelle au sacrifice, les gens répondent. Parce qu'il voit qu'il est le premier à sacrifier son confort, sa sécurité, être même sa vie. Le leadership, par l'exemple, est la forme la plus puissante de leadership. Et dans une Afrique où les dirigeants prêchent l'austérité tout en vivant dans le luxe, où ils appellent au patriotisme tout en plaçant leur fortune à l'étranger, où ils parlent de souveraineté tout en signant des accords qui hypothèquent l'avenir du pays, l'exemple d'Ibrahim Traoré est rafraîchissant, inspirant, mobilisateur. La route reste longue, les obstacles sont immenses. Les forces qui s'opposent au réveil africain sont colossales. Elles ont des moyens illimités, des réseaux tentaculaires, une expérience séculaire de la manipulation et de la subversion. Elles ne reculeront devant rien pour maintenir leur domination. Elles utiliseront tous les moyens, corruption, assassinat, coup d'État, guerre hybride, sanctions économiques, isolement diplomatique. Elles ont déjà écrit le scénario. Elles l'ont appliqué contre Lumumba, contre Nkrumah, contre Sankara, contre tous ceux qui ont osé défier l'ordre établi. Mais quelque chose a changé. L'époque a changé. L'Afrique de 2025 n'est plus celle de 1960. La jeunesse africaine est connectée, informée, consciente.
Elle ne croit plus aux mensonges des médias mainstream. Elle ne fait plus confiance aux institutions néocoloniales. Elle a compris le jeu, décodé les mécanismes, percé les stratégies. Cette jeunesse est en réseau. Elle communique par-dessus les frontières. Elle se mobilise instantanément. Elle déjoue la censure. Elle contourne les blocages. Elle est la plus grande menace pour le système car elle est incontrôlable. Les réseaux sociaux, malgré tous leurs défauts, ont créé un espace de liberté où la parole africaine peut s'exprimer sans filtre, où les Africains peuvent raconter leur propre histoire, définir leur propre narratif, construire leur propre vision du monde. Ibrahim Traoré utilise brillamment ces outils. Ses discours sont diffusés en direct, accessibles à tous, commentés, analysés, partagés. Il court-circuite les médias traditionnels qui le caricaturent et s'adresse directement aux citoyens africains et du monde entier. Cette capacité à communiquer sans intermédiaire est une arme puissante dans la bataille pour les cœurs et les esprits. C'est le moment pour vous, lecteurs, auditeurs, citoyens africains ou amis de l'Afrique, de prendre position. L'histoire s'écrit maintenant. Elle ne s'écrit pas dans les coulisses diplomatiques, mais ici, dans la rue, sur les réseaux, dans chaque conversation, dans chaque choix que nous faisons. Soutenir le Burkina Faso, relayer son message, défendre sa démarche, c'est contribuer à l'émancipation africaine. Partagez ce contenu, discutez-en avec votre entourage, éduquez ceux qui ne comprennent pas encore les enjeux. Chaque voix compte dans cette bataille pour la liberté. Quand la peur meurt, la liberté naît. Cette phrase n'est pas une métaphore poétique, c'est une vérité existentielle. La peur est le premier instrument de domination. Un peuple qui a peur accepte tout, l'exploitation, l'humiliation, la dépossession. Un peuple qui a peur ne se révolte pas, ne revendique pas, ne construit pas. Il survit, il espère, il attend un sauveur qui ne viendra jamais. Mais quand ce même peuple décide qu'il n'a plus peur, quand il accepte de regarder le danger en face et de dire « Nous préférons mourir libres que vivre en esclaves », alors tout devient possible. Le Burkina Faso est en train de franchir ce seuil. Ce peuple a décidé qu'il n'avait plus peur des menaces, plus peur des sanctions, plus peur de l'isolement, plus peur même de la mort. Cette libération psychologique est le premier pas vers la libération réelle. Un peuple qui n'a plus peur est un peuple invincible. Car que peut-on faire contre quelqu'un qui a transcendé la peur? On peut le tuer, certes, mais on ne peut plus le soumettre. Et tuer transforme en martyr. Ce qui est encore pire pour le système car les martyrs inspirent plus que les vivants ne menacent. Ibrahim Traoré sait qu'il joue sa vie. Chaque jour qui passe peut être son dernier. Cette conscience de la mortalité, loin de le paralyser, le libère. Il peut ainsi agir avec une audace, une clarté, une détermination que peu de dirigeants possèdent. Quand on n'a plus rien à perdre, on ne peut plus être manipulé par la peur de perdre. Cette liberté intérieure rayonne, inspire, mobilise. C'est ce que les anciens appelaient le courage, la vertu suprême du guerrier, celle sans laquelle aucune autre vertu ne peut s'exprimer pleinement. Le testament spirituel qu'Ibrahim Traoré laisse, qu'il survive ou non aux tempêtes qui s'annoncent, est déjà immense. Il a prouvé qu'un petit pays africain peut défier les titans. Il a montré que la souveraineté n'est pas un privilège réservé aux grandes puissances, mais un droit universel. Il a démontré que le courage d'un seul peut éveiller le courage de millions. Il a rappelé que l'Afrique n'a besoin ni de pitié ni de charité, mais simplement qu'on cesse de l'exploiter et qu'on la laisse se développer selon ses propres priorités. L'avenir dira si cette révolution burkinabé survivra aux assauts qu'elle subit. L'histoire dira si Ibrahim Traoré rejoindra le panthéon des héros africains martyrisés ou s'il parviendra à mener son pays vers l'émancipation complète. Mais peu importe l'issue individuelle, car ce qui a été semé dans les consciences ne peut plus être arraché. La graine de la liberté, une fois plantée, germe inexorablement. Elle peut être piétinée, brûlée, arrachée. Elle repoussera toujours, car elle trouve son terreau dans le désir le plus profond de l'humanité. Être libre, être digne, être maître de son destin. À tous les jeunes Africains qui doutent encore, qui se demandent si cela vaut la peine de se battre, si le combat n'est pas perdu d'avance, regardez le Burkina Faso et comprenez, vous êtes plus forts que vous ne le croyez. Vous êtes les héritiers d'une lignée ininterrompue de résistants. Dans vos veines coule le sang de ceux qui ont tenu tête aux empires, qui ont refusé l'esclavage même quand cela signifiait la mort, qui ont préservé nos cultures et nos langues malgré tous les efforts pour les détruire. Cette force est en vous. Elle n'attend que d'être activée, libérée, exprimée. Construisez, créez, innovez, éduquez-vous, formez-vous, développez vos compétences. Soyez excellents dans ce que vous faites. Mais faites-le pour l'Afrique, sur l'Afrique, avec l'Afrique. Ne fuyez pas votre continent. Il a besoin de vous. Vos talents, vos compétences,
Votre énergie sont nécessaires ici, maintenant, pour construire l'Afrique que nous méritons. Chaque médecin africain qui part soigner les Européens, c'est un village africain privé de soins. Chaque ingénieur africain qui construit des ponts en Occident, c'est une infrastructure africaine qui ne se bâtit pas. Chaque intellectuel africain qui enseigne dans les universités occidentales, c'est une génération africaine privée de son savoir. La fuite des cerveaux n'est pas un accident. C'est une stratégie délibérée pour maintenir l'Afrique dans la dépendance. Ibrahim Traoré appelle cette jeunesse à revenir, à rester, à s'investir. Il crée les conditions pour que rester en Afrique ne soit plus synonyme de renoncement à ses ambitions. Il travaille à bâtir un Burkina Faso où l'excellence est reconnue, où le mérite est récompensé, où le travail acharné mène au succès. Un pays où un jeune diplômé n'a pas à choisir entre ses principes et sa survie, où être patriote n'est pas une condamnation à la pauvreté. Cette vision attire déjà. Des Burkinabés de la diaspora commencent à rentrer. Des jeunes Africains des pays voisins regardent avec envie ce qui se construit au Burkina Faso. Le panafricanisme incarné par Ibrahim Traoré n'est pas celui des discours creux et des sommets sans lendemain. C'est un panafricanisme pragmatique, concret, orienté vers l'action. L'Alliance des États du Sahel en est la manifestation la plus visible. 3 pays qui décident de mutualiser leurs moyens militaires pour combattre le terrorisme, de créer une confédération qui préfigure peu, être une fédération future, de développer ensemble des infrastructures énergétiques, routières, numériques. Ce n'est qu'un début, mais c'est un début tangible. D'autres pays observent. Le sentiment grandit dans toute l'Afrique que le salut passera par l'unité ou ne sera pas. Les frontières africaines sont une aberration coloniale. Elles ont été tracées à Berlin en 1884 par des hommes qui n'avaient jamais mis les pieds en Afrique, qui se partageaient le continent comme on découpe un gâteau. Ces frontières ont séparé des peuples unis, regroupé des ethnies rivales, créé des États artificiels sans cohérence historique ou culturelle. Elles sont la source de tant de conflits, de tant de tensions. L'Afrique unie devra un jour repenser ses frontières, non pas pour en créer de nouvelles tout aussi artificielles, mais pour les dépasser, pour créer des espaces de coopération qui transcendent ces lignes coloniales. La libre circulation des personnes, des biens, des capitaux en Afrique, voilà un objectif qui devrait mobiliser toutes les énergies. Mais l'unité africaine ne peut se construire que sur la souveraineté de chaque État. Un État vassal ne peut s'unir qu'avec d'autres vassaux, pour former un ensemble tout aussi soumis. C'est pourquoi le combat pour la souveraineté nationale mené par le Burkina Faso, le Mali, le Niger et bientôt d'autres, est indissociable du combat pour l'unité africaine. Chaque pays qui se libère de la tutelle néocoloniale est une brique supplémentaire dans l'édifice de l'Afrique unie. Chaque traité léonin dénoncé, chaque base militaire étrangère fermée, chaque accord monétaire révisé, c'est un pas de plus vers une Afrique qui contrôle son destin. La dimension culturelle de cette révolution est tout aussi cruciale. L'Afrique a été enseignée à avoir honte d'elle-même. La colonisation ne s'est pas contentée de piller les richesses matérielles. Elle a entrepris un travail méticuleux, de destruction psychologique, de déculturation, d'aliénation mentale. Les Africains ont appris que leur culture était primitive, leur langue des dialectes, leur religion de la sorcellerie, leur histoire inexistante. Cette violence symbolique, cette négation de l'humanité africaine, a des conséquences qui perdurent encore aujourd'hui. Combien d'Africains préfèrent parler français, anglais ou portugais plutôt que leur langue maternelle, considérant ces langues coloniales comme plus sérieuses ou plus civilisées? Combien rejettent les savoirs traditionnels africains au profit de paradigmes importés d'Occident, même quand ceux-ci sont inadaptés aux réalités africaines? La décolonisation culturelle est être le combat le plus difficile, car elle nécessite une révolution intérieure que chaque Africain doit opérer en lui-même. Il faut déconstruire des décennies, parfois des siècles, de conditionnement. Il faut réapprendre à voir l'Afrique avec des yeux africains, à penser l'Afrique avec des concepts africains, à bâtir l'Afrique selon des valeurs africaines. Cela ne signifie pas rejeter tout ce qui vient d'ailleurs. L'Afrique a toujours été un continent d'échange, de synthèse, d'adaptation créative, mais ces emprunts doivent se faire sur une base de confiance en soi, d'assurance identitaire, de fierté culturelle. On emprunte quand on le décide, pour enrichir ce qu'on possède déjà, pas parce qu'on croit être vide et n'avoir rien à offrir. Ibrahim Traoré, dans sa façon de s'exprimer, dans ses références, dans ses choix symboliques, participe à cette reconquête culturelle. Il cite Sankara plus souvent que Marx. Il puise dans la sagesse Mossi autant que dans les théories politiques occidentales. Il porte le faso d'Anfani, ce tissu traditionnel burkinabé, avec une fierté qui dit aux jeunes Africains que leur patrimoine culturel est précieux, que porter les habits traditionnels n'est pas un retour en arrière,
mais une affirmation de soi. Chaque geste compte dans cette bataille pour les imaginaires. Les femmes africaines sont au cœur de cette révolution silencieuse. Elles ont toujours été le pilier des sociétés africaines, même quand leur rôle était minimisé ou invisibilisé. Elles cultivent la terre, nourrissent les familles, éduquent les enfants, transmettent les cultures, tiennent l'économie informelle qui fait vivre des millions de personnes. Dans le combat pour la souveraineté du Burkina Faso, elles sont en première ligne. Elles s'engagent dans les volontaires pour la défense de la patrie, elles manifestent leur soutien au gouvernement, elles mobilisent leur communauté. Cette participation des femmes n'est pas anecdotique. Elle dit quelque chose de profond sur la nature de cette révolution. Elle est populaire, inclusive, totale. Ce n'est pas une poignée d'hommes en treillis qui décident pour le peuple. C'est le peuple entier, hommes et femmes, jeunes et vieux, civils et militaires, qui se mobilisent pour un objectif commun. L'émancipation de l'Afrique passe aussi par l'émancipation des femmes africaines. Non pas l'émancipation telle que définie par les féministes occidentales, qui souvent plaquent leurs problématiques sur des réalités qu'elles ne comprennent pas, mais une émancipation enracinée dans les réalités africaines, qui reconnaît le rôle central des femmes, tout en respectant les structures sociales et familiales africaines. Une émancipation qui permet aux femmes d'accéder à l'éducation, à la propriété, aux postes de responsabilité, sans pour autant singer des modèles importés qui dissolvent les liens communautaires et familiaux. La spiritualité africaine, longtemps méprisée et combattue, retrouve également sa place, non pas comme un retour réactionnaire à un passé mythifié, mais comme une ressource vivante pour penser le présent et construire l'avenir. Les valeurs de solidarité, de communauté, de connexion à la nature, de respect des ancêtres, qui sont au cœur des spiritualités africaines traditionnelles, offrent des alternatives aux paradigmes individualistes et matérialistes qui ont mené le monde dans l'impasse écologique et sociale actuelle. L'Afrique pourrait bien avoir des leçons à donner à l'humanité entière sur la façon de vivre en harmonie avec son environnement et en solidarité avec ses semblables. Ibrahim Traoré s'inscrit dans une lignée, celle des résistants qui n'ont jamais plié, des guerriers comme Sandiata Keïta, fondateur de l'Empire du Mali, qui transforma 13 ans d'exil et d'humiliation en une épopée libératrice. Des résistants comme Samori Touré, qui tint tête aux Français pendant près de 20 ans, avant d'être finalement capturés. Des martyrs comme Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo indépendant, assassiné parce qu'il refusait que son pays continue d'enrichir la Belgique. Des visionnaires comme Kwame Nkrumah, qui rêvait des États-Unis d'Afrique et travailla inlassablement à leur réalisation. Des icônes comme Thomas Sankara, qui en 4 ans transforma le Burkina Faso et prouva qu'un développement endogène était possible. Cette lignée ne s'est jamais interrompue. À chaque génération, des hommes et des femmes se sont levés pour continuer le combat. Parfois, ils ont été écrasés, assassinés, exilés. Mais jamais la flamme ne s'est éteinte. Elle a été transmise, de main en main, de génération en génération. Ibrahim Traoré tient cette flamme aujourd'hui. Et quand viendra le moment, il la transmettra à son tour. Car ce combat est plus grand qu'un homme, plus grand qu'une génération. C'est le combat millénaire d'un continent pour sa dignité, sa liberté, sa place légitime dans le concert des nations. Le monde observe, certains avec admiration, beaucoup avec inquiétude. Car si l'Afrique s'émancipe vraiment, si elle parvient à exploiter ses ressources pour son propre développement, si ces 4 milliards d'habitants deviennent des consommateurs et des producteurs autonomes plutôt qu'un réservoir de main-d'œuvre bon marché et de matières premières à piller, c'est tout l'équilibre géopolitique et économique mondial qui bascule. L'Occident, qui a bâti sa prospérité sur l'exploitation de l'Afrique, redoute ce jour. Les classes moyennes européennes et américaines, qui bénéficient indirectement du pillage africain à travers des produits bon marché, devront accepter de payer le juste prix des choses. C'est pourquoi la résistance au réveil africain est si féroce. Les enjeux dépassent largement l'Afrique. Mais rien ne peut arrêter une idée dont le temps est venu. Et le temps de l'Afrique est venu. Les démographies le disent. En 2050, un quart de l'humanité sera africaine. L'Afrique sera le continent le plus jeune, avec une force de travail immense, un marché intérieur colossal, un potentiel de croissance inégalé. La question n'est pas de savoir si l'Afrique émergera, mais comment et au profit de qui. Si elle émerge sous tutelle néocoloniale, ses richesses continueront de profiter à d'autres. Si elle émerge souveraine et unie, c'est elle qui dictera les termes de sa relation avec le reste du monde. Le choix appartient aux Africains, à chaque Africain individuellement, car les révolutions ne sont pas faites par les dirigeants seuls. Elles sont faites par des millions de citoyens ordinaires qui, chacun à son niveau, décident de contribuer au changement. L'enseignant qui enseigne avec fierté l'histoire africaine fait la révolution. Le paysan qui cultive avec détermination pour nourrir son peuple
fait la révolution. L'entrepreneur qui crée des emplois locaux au lieu d'importer fait la révolution. L'artiste qui célèbre la beauté africaine fait la révolution. Le parent qui élève ses enfants dans la fierté de leur identité fait la révolution. La révolution se joue dans ces millions de gestes quotidiens, apparemment insignifiants, qui mis bout à bout transforment une société. Ibrahim Traoré ne vous demande pas de prendre les armes, sauf si votre pays est directement menacé. Il vous demande de prendre conscience, de vous éduquer sur l'histoire réelle de l'Afrique, pas celle falsifiée dans les manuels coloniaux, de soutenir les entreprises africaines, de consommer local, de valoriser les talents africains, de refuser les discours afro-pessimistes qui présentent l'Afrique comme un continent voué à la misère et au chaos, de combattre en vous-même les traces de la colonisation mentale, d'être fier d'être africain, sans arrogance mais sans complexe, de participer, chacun selon ses moyens et ses capacités, à la construction de l'Afrique nouvelle. Voilà le message que porte le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré. Un message de fierté africaine retrouvée, de souveraineté reconquise, d'unité africaine en construction. Un message qui résonne déjà dans tout le continent, et au-delà, partout où vivent des Africains et des descendants d'Africains. Un message qui dit que l'histoire africaine ne s'est pas arrêtée avec l'esclavage et la colonisation, que le meilleur reste à venir, que la jeunesse africaine écrira des chapitres glorieux qui effaceront les décennies d'humiliation. Quand la peur meurt, la liberté naît. Le Burkina Faso est en train de tuer sa peur. Pays par pays, peuple par peuple, individu par individu, l'Afrique tue sa peur. Et dans cette mort symbolique germe la promesse d'une renaissance. La renaissance d'un continent qui a trop longtemps été maintenu dans un statut subalterne. La renaissance d'une civilisation africaine moderne qui puisera dans ses racines ancestrales tout en embrassant l'innovation et le progrès. La renaissance d'une fierté qui n'a pas besoin de dominer les autres pour s'affirmer, mais qui exige simplement le respect et l'égalité. Les prochaines années seront décisives. Le Burkina Faso et ses alliés de l'Alliance des États du Sahel sont à un tournant historique. Ils peuvent réussir et ouvrir la voie à une vague de transformation qui emportera tout le continent. Ils peuvent aussi être écrasés, et leur échec sera utilisé pour décourager toute autre tentative d'émancipation pendant des décennies. C'est pourquoi le soutien de tous les Africains conscients, de tous les amis de l'Afrique à travers le monde, est crucial. Pas nécessairement un soutien matériel, car nous savons que beaucoup n'en ont pas les moyens, mais un soutien moral, un soutien informationnel. Relayez les vraies informations sur ce qui se passe au Burkina Faso. Contrez les narratifs mensongers des médias mainstream. Défendez dans vos conversations, sur vos réseaux sociaux, dans vos écrits, la légitimité du combat burkinabé. Créez une opinion publique mondiale favorable qui rendra plus difficile une intervention extérieure brutale. L'information est devenue un champ de bataille crucial. Les médias occidentaux ont commencé leur travail de sape. Ibrahim Traoré est présenté comme un dictateur, le Burkina Faso comme un pays qui sombre dans le chaos, l'Alliance des États du Sahel comme une menace pour la stabilité régionale. Ces narratifs sont préparés, testés, diffusés massivement pour préparer l'opinion publique à accepter, voire à soutenir, une intervention contre ces pays rebelles. Nous avons vu ce scénario en Libye, où Kadhafi a été diabolisé avant d'être renversé, laissant son pays dans un chaos dont il ne s'est toujours pas remis. Nous l'avons vu en Irak, en Syrie, partout où un dirigeant a osé défier l'ordre occidental. Le scénario est toujours le même. Diabolisation, accusations souvent fausses, campagne médiatique, puis intervention sous prétexte humanitaire ou sécuritaire. Ne tombez pas dans ce piège. Développez votre esprit critique. Cherchez des sources d'informations alternatives. Écoutez ce que disent les Africains eux-mêmes, pas ce que les médias occidentaux disent sur l'Afrique. Comprenez qui possède ces médias, quels intérêts ils servent, quelle vision du monde ils véhiculent. L'objectivité journalistique est un mythe. Tout média a une ligne éditoriale, des intérêts à défendre, une vision à promouvoir. Les grands médias occidentaux défendent, consciemment ou non, les intérêts de l'Occident. Il ne faut pas s'en étonner ni les diaboliser pour cela. Mais il faut en être conscient et chercher à diversifier ses sources. Le combat d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso est votre combat. Que vous soyez au Sénégal, ou au Kenya, au Cameroun ou en Afrique du Sud, en France ou aux États-Unis parmi la diaspora, ce qui se joue au Burkina Faso vous concerne directement. Car si cette tentative d'émancipation réussit, elle prouvera que c'est possible et inspirera d'autres. Si elle échoue, cet échec sera brandi pendant des années pour démontrer que l'Afrique est incapable de se gouverner elle-même, qu'elle a besoin de la tutelle bienveillante de l'Occident. Vous voyez les enjeux? Alors levez-vous. Pas forcément physiquement, mais mentalement, spirituellement. Sortez de l'apathie, du cynisme, du défaitisme.
Refusez la posture confortable du spectateur qui regarde l'histoire se faire sans y participer. Vous êtes des acteurs de cette histoire, que vous le vouliez ou non. Même votre inaction est un choix qui a des conséquences. Choisissez consciemment, délibérément, courageusement, de vous tenir du côté de la liberté, de la dignité, de la souveraineté africaine. Les générations futures vous jugeront non pas sur vos intentions, mais sur vos actions. Que direz-vous à vos petits-enfants quand ils vous demanderont ce que vous avez fait pendant cette période cruciale de l'histoire africaine? L'héritage que nous laissons ne se mesure pas en argent accumulé ou en positions obtenues. Il se mesure en valeurs transmises, en combats menés, en principes défendus. Ibrahim Traoré, quoi qu'il arrive, laissera un héritage immense. Il aura prouvé qu'un jeune Africain pouvait tenir tête aux puissances mondiales, qu'un pays pauvre pouvait défendre sa dignité contre les riches, qu'un peuple uni est plus fort que toutes les armées, qu'un homme intègre peut transformer son pays. Cet héritage inspirera des générations. Des enfants qui naissent aujourd'hui au Burkina Faso grandiront en entendant parler du capitaine Ibrahim Traoré, comme nous avons grandi en entendant parler du capitaine Thomas Sankara. Et peut-être, dans 30 ans, l'un de ces enfants reprendra le flambeau et fera avancer l'Afrique d'un pas de plus vers sa libération totale. Car c'est ainsi que progresse l'humanité, par vagues successives. Chaque génération pousse un peu plus loin le front de la liberté. Parfois elle recule, parfois elle stagne, mais sur le temps long, le mouvement est toujours vers plus de justice, plus d'égalité, plus de dignité. L'esclavage a été aboli, la colonisation formelle a pris fin, le néocolonialisme sera démantelé. C'est inévitable. La seule question est de savoir combien de temps cela prendra et combien de sacrifices cela demandera. Plus nous serons nombreux à nous engager dans ce combat, plus vite viendra la victoire, moins lourds seront les sacrifices. Le soleil se lève sur l'Afrique, pas le soleil métaphorique des discours creux, mais le vrai soleil d'une conscience collective qui s'éveille, d'une fierté qui renaît, d'une détermination qui se forge. Ce soleil éclaire déjà le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Ses rayons commencent à toucher d'autres pays. Bientôt, il illuminera le continent entier. Et dans cette lumière, les ombres du néocolonialisme reculeront, les fantômes de la colonisation s'évanouiront, les chaînes mentales se briseront. L'Afrique retrouvera la place qui est la sienne, celle d'un continent libre, prospère, respecté, qui dialogue d'égal à égal avec tous les autres continents. Cette vision n'est pas une utopie, c'est un projet réalisable. Toutes les conditions objectives sont réunies. L'Afrique a les ressources naturelles, les ressources humaines, le territoire, le marché. Elle a juste besoin de souveraineté pour les exploiter au bénéfice de ses populations. Le Burkina Faso montre la voie, d'autres suivront. Le processus est enclenché. Il peut être ralenti, contrarié, combattu, mais il ne peut plus être arrêté. Trop de consciences se sont éveillées, trop de jeunes ont compris, trop de peuples sont fatigués de l'humiliation. La révolution africaine du XXIe siècle a commencé. Elle sera longue, difficile, périlleuse, mais elle est inévitable. Alors, frères et sœurs d'Afrique et d'ailleurs, rejoignez ce mouvement historique. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des analyses, des informations, des inspirations qui nourrissent votre conscience africaine. Partagez ces contenus massivement pour élargir le cercle des consciences éveillées. Commentez pour créer une communauté de patriotes africains qui se soutiennent mutuellement dans ce combat. Et surtout, agissez dans votre vie quotidienne selon les principes de souveraineté, de dignité, de fierté africaine. Car c'est dans ces millions d'actions individuelles que se construit la révolution collective. Quand la peur meurt, la liberté naît. Cette vérité, le Burkina Faso l'incarne aujourd'hui. Demain, ce sera l'Afrique entière qui l'incarnera. Et le monde devra enfin reconnaître ce qu'il a toujours nié. Que l'Afrique n'est pas un problème à résoudre, mais une solution au problème du monde. Que les Africains ne sont pas des victimes éternelles à secourir, mais des acteurs puissants de leur propre destinée. Que le continent africain n'est pas le berceau de l'humanité resté berceau, mais une terre de civilisation qui a encore beaucoup à offrir à l'humanité. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans sa jeunesse, dans son courage, dans son intégrité, incarne l'espoir d'une génération. Mais il n'est qu'un symbole. La vraie force, c'est vous, c'est nous. C'est ce peuple africain réveillé qui refuse désormais de courber l'échine. C'est cette jeunesse africaine qui ne demande pas la permission de rêver grand. C'est cette diaspora africaine qui reconnecte avec ses racines. C'est cette unité panafricaine qui se tisse par-delà les frontières artificielles. C'est cet esprit de résistance ancestrale qui se réveille dans chaque cœur africain conscient. L'histoire s'écrit maintenant. Vos petits-enfants liront dans leurs livres que c'est au début du XXIe siècle que l'Afrique a véritablement conquis son indépendance.
Ils liront le nom d'Ibrahim Traoré aux côtés de Sankara, de Nkrumah, de Lumumba. Ils sauront que le Burkina Faso a été le catalyseur, l'étincelle qui a embrasé tout le continent. Et ils vous demanderont « Toi, où étais-tu pendant ces années décisives? Qu'as-tu fait pour contribuer à cette libération ?» Assurez-vous d'avoir une réponse dont vous pourrez être fiers. La peur est morte, la liberté naît. Et rien, absolument rien, ne pourra l'empêcher de grandir, de s'épanouir, de triompher. L'Afrique libre est en marche. Rejoignez la marche. L'avenir appartient aux audacieux. Et l'audace aujourd'hui porte un nom, souveraineté africaine. Elle a un visage, celui d'Ibrahim Traoré et de millions de jeunes Africains comme lui. Elle a une terre, le Burkina Faso et bientôt tout le continent. Elle a un temps, maintenant. Le moment est venu, l'heure a sonné. L'Afrique se lève. Et quand l'Afrique se lève, le monde entier doit s'ajuster.